Madame, Monsieur, bonsoir. Après 6 semaines de grève au pôle universitaire de la Guyane, l'université de plein exercice de la Guyane est née. Elle naît dans la douleur et par décret ministériel. Alors cette naissance crée bien sûr des dommages collatéraux, puisque les pôles universitaires de Guadeloupe et de Martinique sont inquiets. Manif, assemblée générale se succèdent, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Quelles seront les conséquences de cette scission? C'est l'objet même de cette émission ce soir. C'est la 9e émission de Faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur ce soir de la fracture de l'université? Alors, je rappelle que la présidente de l'université Antilles-Guyane était invitée ce soir et qu'elle sera probablement à Paris dans les jours qui viennent, mais nous y reviendrons. Alors, pour parler de cette situation inédite dans l'université Antilles-Guyane, j'ai invité ce soir M. Fred Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques et vous êtes aussi l'un des membres de cette communauté universitaire qui aujourd'hui se pose des questions. Widi Wipper, élu au conseil d'administration des étudiants. Bonsoir. Bonsoir. Nicole Rosuel, qui est secrétaire du SPEC, le syndicat des enseignants de la Guadeloupe. Bonsoir Nicole. Et Loïc Miserio, élu au conseil d'administration des étudiants. Vous-même, vous êtes l'un des représentants des étudiants. Bonsoir. Alors, avec vous, pendant environ 1h15, on va essayer de débattre, essayer de mieux comprendre, en tout cas faire comprendre aux Guadeloupéens, aux Martiniquais et aux Guyanais qui nous reçoivent ce soir ce qui se passe dans cette université. Je vais essayer d'avoir un point de vue, on va dire, un petit peu plus politique avec Fred Renaud. Une fois n'est pas coutume, on va faire la politesse aux femmes. Fred Renaud, quand vous avez appris qu'un décret avait été signé, c'était samedi dernier, vous saviez que depuis 6 semaines, ça pendernait. Quelle a été votre première pensée? Même pas réaction, pensée. Alors, ma première pensée a été bien sûr pour l'UAG, l'unité de l'UAG. Je me suis posé des questions sur les conséquences de ce décret. Mais au-delà de ces conséquences, je me suis également posé des questions sur la forme. Comment prendre un décret dans un contexte pareil qui a pour effet immédiat la destitution d'élus. Oui. Donc voilà les premières réactions que j'ai eues. C'est un déni de démocratie. Je pense que c'est un déni de démocratie, mais c'est également une remise en cause du principe d'autonomie des universités. Oui. Donc de ce point de vue-là, je trouve que ça a été précipité, mais en plus ça me semble illégal. Tout à fait. Nicole Rosuel, je vais vous poser la même question, mais vous êtes syndicaliste. J'ai lu pendant toute cette semaine les diverses prises de position de votre syndicat qui a un petit peu accompagné ce mouvement qui est parti de la Guyane. Quelle est aujourd'hui l'analyse du SPEG, Université, Enseignement supérieur, sur ce qui se passe en ce moment? Oui, nous n'avons pas simplement accompagné le mouvement. En fait, il y a bien longtemps que le SPEG se penche sur cette question-là. Et que nous avons interpellé justement aussi bien le Premier ministre que le ministre de l'Enseignement supérieur, que la présidence de l'UAG, sur la nécessité de mettre en débat la situation de l'UAG parce que dans le cadre de la nouvelle loi, il était vraiment indispensable que l'UAG change. Et d'ailleurs, notre éditorial du SPEC Sup Info de janvier 2013 s'interrogeait déjà sur le fait que l'UAG soit en train de vivre ses derniers jours. C'était vraiment ça le titre de notre édito. Et on savait que de toute façon, il faudrait tôt ou tard engager des débats. Mais nous souhaitions que ces débats se fassent bien avant cette crise guyanaise, d'autant que la question justement de la séparation de l'UAG ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Et je n'en veux pour preuve que la conclusion des assises où c'est écrit très clairement que la Guyane voulait exactement ce qu'elle demande aujourd'hui. Donc pour vous, c'est ça remonte encore à bien une crise prévisible et une scission annoncée? Alors, c'est une crise prévisible parce que de toute façon, structurellement, l'UAG dysfonctionnait, tout le monde en convenait. Il y avait une difficulté de gouvernance et c'est vrai que la nouvelle gouvernance a tenté de remettre un peu les choses en place, etc. Mais il nous a semblé, nous au SPEC, qu'il y avait quand même nécessité de lancer ce débat bien avant sur la question justement des modifications que de toute façon l'UAG aurait à subir du fait de la nouvelle loi, puisque il y a prévu une ordonnance par rapport à la situation de l'UAG concernant le fait qu'elle ne soit pas, comme les autres universités,
destiné à refaire ses statuts à partir de cette loi, mais seul le gouvernement avait la possibilité justement de décider de ce que serait le... Alors, mais ça devrait normalement se faire dans la concertation. Et nous aussi, on a d'ailleurs dénoncé la manière dont les choses se sont faites. C'est la méthode. Alors, on va y revenir. Alors, depuis lundi, les étudiants de Chelcher, Martinique, sont mobilisés assez fortement, puisqu'il y a une manifestation qui a réuni plus d'un millier d'étudiants mardi. En Guadeloupe, les étudiants ne bougent pas. Ça veut dire que vous acceptez ce qui se passe. Je pose la question d'abord à M. Rupert. C'est pas qu'on accepte la situation, puisque à partir depuis la semaine dernière, nous organisons et nous assistons d'ailleurs à des assemblées générales qui essayent de trouver des solutions à la situation à laquelle l'UAG vit en ce moment. Donc, on a d'ailleurs prévu pour les jours qui viennent, donc à partir de lundi, qu'il y aura des ateliers sur le campus de Frioul pour pouvoir informer les étudiants, car il y a un manque d'information. Il y a plusieurs sons de cloche. Les médias ne reflètent peut-être pas totalement ce qui se passe au sein de l'UAG, parce que vous prenez de très brefs résumés. Mais il y a effectivement, mais donc le débat est ouvert. On a progressé d'ailleurs cet après-midi lors d'une réunion pour pouvoir enfin trouver affirmer une position, mais on est encore loin d'avoir une position fixe. Position finale. Alors, on va rentrer sur les positions tout à l'heure. Loïc Misério, vous êtes aussi élu au conseil d'administration des étudiants. Est-ce que ce qui s'est passé vous a surpris? Alors, moi, déjà, dans un premier temps, pour répondre à votre question, je dirais plutôt qu'en Martinique, c'est là qu'il se trouve la gouvernance. Donc, ils ont surtout eu des personnes pour pouvoir leur permettre de lancer un mouvement qui a été fait par le vice-président du PUR de Martinique. Les étudiants, par la suite, ont rédigé une motion pour pouvoir conserver l'unité de l'Université des Antilles de la Guyane sur les 3 pôles. Voilà. Mais est-ce que vous, en tant qu'étudiant, comment vous analysez un petit peu la situation aujourd'hui? Alors là, en fait, vu comment elle est, on doit vite en Guadeloupe se mettre en position pour trouver une solution à cela. Sinon, c'est le ministre qui décidera pour nous. Qui a déjà décidé d'ailleurs pour la Guyane. Oui, qui a déjà décidé tout à fait pour la Guyane. On ne veut pas que ça se passe comme ça. Pardon? On ne souhaiterait pas que ça se passe de la même façon en Guadeloupe. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à assister. Et vous êtes en contact avec vos camarades de la Martinique? On a essayé de rentrer en contact justement, mais malheureusement on s'est raté de plus ce soir au téléphone pour qu'on puisse faire le point et des similitudes. Mais nous, on n'a pas choisi le mouvement de grève, on a préféré ouvrir le débat avec le soutien des acteurs de l'UAG au conseil d'administration. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut d'abord informer les autres pour pouvoir prendre une position après. Voilà, donc aujourd'hui on a pu avoir une réunion avec tous les élus du pôle Guadeloupe afin de pouvoir connaître un peu mieux les éléments qui vont pouvoir nous être donnés. Et à partir de cela, nous pensons mûrir une réflexion avec tous les étudiants pour pouvoir en faire remonter à l'administration. D'accord. Alors, on va y revenir. Je voudrais, avec Fred Guénou, voir un petit peu, vous êtes professeur de Sciences Po, voir un petit peu tout l'aspect politique de cette question, parce qu'on a eu, il faut le dire, politiquement, j'ai envie de dire un peu de cacophonie. On a entendu M. Lurel vendredi dire que la feuille de route du gouvernement, c'était entre 2017 et 2020. Et quelques heures après qu'il ait dit ça, j'ai eu l'occasion même de l'interviewer cette question, on apprenait donc que la scission était faite. Est-ce que politiquement il y a eu, j'ai pas envie de dire dysfonctionnement, mais disharmonie entre la Martinique, la Guadeloupe et peut-être Paris et la Guyane? Enfin, sur le plan politique, il me semble qu'il y a plusieurs visions des choses. Oui. Il y a la vision du gouvernement qui est claire quant à la Guyane. Il y a la réaction de la présidente de région de Guadeloupe suite à la situation guyanaise. Il y a la position, en tout cas celle que j'ai entendue, du ministre des Outre-mer lors de cette conférence régionale. Il y a la position de Cheikh Chemi.
Et toutes ces positions sont différentes. C'est ça. Donc je crois qu'au plan politique, il n'y a pas de vision claire et harmonieuse, en tout cas, sur ces questions-là. Celle du gouvernement, on la connaît. Celle de la présidente de région, elle tend plutôt à prendre acte d'une volonté du pôle Guadeloupe de s'affirmer comme université de plein exercice. Là, il y a un point d'interrogation. Je ne sais pas si on peut affirmer aujourd'hui que le pôle Guadeloupe est dans cette direction-là. En tout cas, la question est posée. Il y a... Pas de ce que je sais, non. Voilà. Non. Voilà. Il y a la position du ministre que j'ai pu noter lors de cette conférence. Le ministre a avancé une expression qui me semble assez significative de sa position. Il dit qu'il faut faire attention à ne pas mettre en place des universités croupions. Tout à fait. Donc ça, il me semble que de ce point de vue-là, on peut, avec lui, se poser des questions sur l'existence de 3 universités dans un contexte qui est le nôtre. Est-ce que nous avons les masses critiques permettant d'exister dans un contexte très compétitif? La position de la chimie est un peu différente, disant que la position du gouvernement était inacceptable et que lui, il regrettait par conséquent le départ de la Guyane. Donc il me semble que de point de vue politique, il est évident qu'il n'y a pas d'harmonie, pour reprendre le terme que vous avez utilisé. Tout à fait, c'est une disharmonie. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faut attendre quelque chose des politiques? Alors, il y a eu plein de communiqués. Je prends celui le plus récent, c'est Guadeloupe Unie, qui appelle à une table ronde sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Est-ce que, Nicole, vous êtes syndicaliste, Nicole Rosuel, vous avez le sentiment que les politiques se réveillent un peu tardivement? Alors, les politiques se réveillent parce que, de toute façon, je suppose que tout le monde est allé regarder un petit peu du côté de cette loi ce qui se passe. Oui. Ou bien, il y a aussi le fait que les gens considèrent que l'UAG doit rester l'UAG parce que c'est pas pensable que l'UAG soit autre chose que l'UAG. Sauf que nous, on répète, il y a un moment que le problème se pose. Et dans le cadre de la loi, nous, ce qu'on dit, c'est que l'UAG ne fonctionne pas. On prend acte que depuis au moins 5 ans, les dysfonctionnements sont réels, et peut-être même avant. Donc nous, l'analyse que nous avons faite, et nous l'avons commencé il y a peut-être depuis janvier 2012, on s'est vraiment penché sur les textes. Et notre idée, c'était de voir dans le cadre de la loi, de l'ESR, est-ce que ce n'était pas une occasion qui était donnée justement de repenser la configuration? Et moi, quand j'entends souvent dire université croupion, quand j'entends dire université de plein exercice, je pense qu'il faut absolument considérer que ça ne signifie pas une séparation et que de toute façon, 3 universités de plein exercice qui fonctionneraient de manière complètement indépendante, sans avoir aucune relation, sans rien mutualiser, il est évident que ça n'est pas viable. Mais donc ces 3 universités, rien ne les empêcherait, à partir d'un schéma régional, de mutualiser et d'être une communauté d'universités et donc de pouvoir élargir à une interrégionalité. En fait, si des départements français d'Amérique. Si je vous comprends bien, la question de la partition s'est toujours posée, mais bien avant, j'ai entendu M. Lurel dire que les universitaires de Guadeloupe et de Martinique étaient un petit peu égoïstes en disant que les postes étaient gelés, on ne pouvait jamais rien faire, etc. pour la Guyane. Et la Guyane, c'est souvent plein d'être le parent pauvre. Alors, est-ce que ce n'est pas cette misère de l'université guyanaise qui a conduit à... Mais c'est le fonctionnement même de l'UAG, puisque le président de l'UAG a, bon, je ne vais pas dire les pleins pouvoirs, mais il a un droit de veto, enfin, sur par exemple les postes, donc c'est quand même le décideur ultime, même. Il y a bien des conseils, et il y avait effectivement une sorte de déséquilibre. Donc ça veut dire que la manière dont les postes, je ne sais pas, la manière dont les postes sont attribués, la manière dont le fonctionnement même, il y avait des problèmes. Et ça, c'est pas mais tout le monde le savait, ça. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si la nouvelle présidence, je crois, elle a dit aussi dans la presse qu'elle a changé la plupart des responsables. Oui, bon, alors je ne sais pas. Elle a fait un nettoyage du cabinet. S'il y a des dysfonctionnements structurels, si les dysfonctionnements sont structurels, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre à plat les choses et proposer justement, peut-être sur chacun des pôles, pour prendre justement le sentiment de la communauté. Sur les 2 pôles qui restent, parce qu'aujourd'hui... oui, mais nous, on le dit, ça veut dire qu'on aurait très bien pu. Logiquement, ça aurait dû se faire à 3, c'est vrai. Oui, sauf qu'il faut simplement entériner que le divorce, il est consommé. Et puis là, il faut effectivement
que chacun se penche sur la question. Alors maintenant, la question est de savoir est-ce que ça va être une université des Antilles ou une université de plein exercice en Guadeloupe. Mais ceci dit, quand on regarde même de manière institutionnelle les directions que sont en train de prendre la Martinique et la Guyane par rapport à la Guadeloupe, est-ce que si c'est un schéma régional, est-ce qu'il ne faut pas d'abord, à partir d'une région, penser justement les besoins du territoire? Parce que nous, notre conception au SPEC, c'est que l'université, c'est un outil de développement au service d'un territoire. Donc il s'agit que l'université, que les retombées, que les formations de l'université soient bénéfiques, en tout cas des retombées pour le territoire de Guadeloupe, pour le territoire de Martinique et pour le territoire de Guyane. Donc manifestement, les Guyanais n'y trouvaient pas leur compte. Et ils ont même des raisons objectives. Ils ont de montrer que ils étaient vraiment lésés dans l'histoire. Donc, on va pas le fonctionnement, non, mais le fonctionnement, tout ça pour dire que c'est un problème de fonctionnement et qu'il faut absolument remettre les choses à plat et inventer, comme disait M. Reynaud l'autre jour, un modèle qui soit viable, mais pas dans une situation de crise, pas dans la précipitation non plus. Ça demande réflexion, ça demande quand même de trouver les solutions les meilleures en toute... Alors, le calme et la concertation. Vous venez de dire quelque chose d'important, l'université au service du territoire. Alors, les gens qui nous regardent ne sont pas tous des universitaires, bien évidemment. Il faut qu'on essaie ce soir de leur expliquer un peu à quoi peut servir une université. Avant même de revenir sur la crise, on est parti sur la question centrale, la question de la partition. Mais Fred Reynaud, université dans un pays, c'est un moyen de développement. Bon, on a des universités à côté de chez nous. Je veux dire, l'université des West Indies, où elle est disséminée, mais finalement, elle fonctionne de manière assez unitaire. À quoi peut servir une université dans un pays, sauf en dehors du fait qu'on a des étudiants qui viennent à la fac, comme on dit. Comment l'université s'inscrit dans le développement d'un pays, d'un territoire tel que la Guadeloupe, la Martinique, voire la Guyane? C'est ça la question aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça peut permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre un peu là où. Alors, l'université, c'est d'abord une institution qui forme des étudiants. Alors, quand je dis former des étudiants, il est clair que cette formation, il faut qu'elle corresponde aussi aux besoins du territoire. On ne peut pas avoir une carte, une offre de formation qui ne tienne pas compte des besoins du territoire. Mais attention, je ne suis pas partisan d'une université qui se ferme sur son territoire. Donc l'argument territorial, à mon avis, il a aussi ses limites. Je ne forme pas des étudiants pour la Guadeloupe seulement. Je forme des étudiants qui soient en mesure de courir le monde. Parce qu'un étudiant formé en Guadeloupe, je ne suis pas sûr que le territoire pourra tout absorber, pour tous les étudiants. Donc moi, l'université, certes, doit former en tenant compte de la carte des emplois, une offre de formation adaptée, bien sûr, à la situation. Mais attention, encore une fois, l'identité et le territoire, à mon avis, ne sont pas les seuls ressorts de la formation universitaire. Ça veut dire de la jeunesse, en tout cas. De la jeunesse de ce territoire, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Justement, je vais poser la question à ces deux jeunes. Je crois que l'un d'entre eux fait des études en économie. C'est le cas de Woody Ripper, et l'autre en physique. Alors, comme ça, vous êtes en Master 1, vous destinez à être quoi? À travailler en Guadeloupe ou à vous exporter, comme disait Fred Reynaud? Alors, un peu des deux, déjà. Si peut-être m'exporter, enfin, partir à l'étranger pour bien sûr revenir avec des qualifications, voir comment ça se passe à l'étranger pour amener ça au service du peuple en Guadeloupe, quoi. Donc bien sûr on a des difficultés locales qu'il faudrait prendre en compte, justement. C'est pour ça que l'université forme avec des formations bien spécifiques au territoire, par exemple en économie. Donc on voit un peu d'environnement, c'est pour pouvoir, on voit ça globalement, mais c'est pour pouvoir l'appliquer au niveau territorial. Voilà. Moi je voulais aussi parler des conséquences que ça engendre, puisque des décisions en Guyane ont été prises sans concertation. On ne peut pas refaire l'histoire, c'est déjà fait. Ce qu'on sait, enfin, le pôle Guadeloupe, c'était le plus important en termes de masse d'étudiants. Numériquement, voilà. 7 000 étudiants, c'est ça? À peu près, entre 6 500 et 7 000. La Martinique, je crois, 4 000 et la Guyane, 2 500 en fait. Total 13 000, environ. Donc on rentre à peine... Ce qui est très peu pour une université. Oui, voilà, on rentre à peine dans les normes de l'État, en termes d'effectifs. Donc se scinder, ce serait encore
passer. Voilà. Sachant que le système, les lois françaises ne permettent pas de faciliter la politique des petites universités. Au contraire, facilite celle des grandes. Donc, plus on se divise, à la base, se diviser, il y aurait eu des conséquences négatives, évidemment. On le constate d'ailleurs, puisque nous sommes en débat maintenant. Et maintenant, on est obligé de faire avec, on va dire. Donc, il faut voir les diverses solutions qui s'offrent à nous, si jamais il faut rester avec la Martinique pour essayer... On va en parler. Je voulais poser la même question à Loïc Miséouyo. Vous êtes en physique. Oui. Je ne sais pas à quoi vous vous destinez, mais enfin, en tout cas, vous étudiez la physique. Comment vous voyez un petit peu, par rapport à votre formation, votre implication dans votre territoire? Alors, tout d'abord, moi, je pense rester ici pour travailler. Et par rapport à l'offre de formation que j'ai dans mon domaine, il y a des possibilités d'obtenir du travail. Vous destinez à quoi si on fait une projection à la fin de vos études, vous souhaitez être quoi? Alors, dans le domaine de l'électricité, du bâtiment, dans le génie civil, ces choses-là, ça. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui demande du boulot et auquel demain, on en aura besoin en Guadeloupe, bien évidemment. Alors, concernant l'université et son éclatement, nous sommes 13 000 étudiants. Si demain, on obtient soit 2 universités, l'université de la Guyane et l'université des Antilles, ou l'université de la Guadeloupe et de la Martinique, ça voudrait dire qu'on serait une toute petite entité d'environ 6 000 étudiants pour le pôle Guadeloupe, ce qui est équivalent à un gros lycée, je dirais. Oui. Entre parenthèses, Bainbridge a eu un mouvement plus d'élèves que l'université de Guyane qu'on est en train de construire. Enfin, tout à fait. Je dis ça en passant. Tout à fait. Alors après, à savoir, est-ce que c'est pas nos maquettes de formation qui vont prendre un coup par rapport à nos spécificités, nos besoins? Parce que plus on a d'étudiants, plus on peut leur proposer des options qu'ils peuvent faire. Alors, des filières, voilà, tout à fait. Alors à savoir si avec un nombre d'étudiants aussi peu nombreux, je dirais. Oui. Voilà. Est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec que des filières générales, avec des troncs communs, voilà, et que les spécificités, les étudiants seront obligés de partir sur la métropole ou sur d'autres horizons. Ce qui est contradictoire. Et à terme, l'université peut même disparaître en danger. Alors, Fred Reynaud, sur le plan politique, je vous taquinerai sur cette question-là. Le décret qui a été pris, on peut faire machine arrière? Parce que j'ai pu comprendre que certains, en Martinique plutôt, disaient qu'il fallait bretoniser la situation de manière à obliger le gouvernement à prendre une mesure de type écotaxe par rapport à ce décret qui a été signé, il faut le dire, en toute imposé, qui a été imposé, même pas signé, qui a été imposé par des politiques, par la ministre de l'enseignement supérieur et avec bien sûr le poids de Madame Taubira. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrière-plan politique dans cette affaire, de guerre entre Rodolphe Alexandre et Taubira, il faut le dire aussi. Et l'université a été quelque peu un champ de bataille, quelque part. Non, mais c'est clair que ce qu'une loi fait, notre collab peut la défaire. Oui. Un décret peut être remplacé par notre mesure réglementaire, il est clair. Mais là, la question n'est pas juridique, hein, elle est politique. Elle est politique. Donc, si on parle droit, il est évident que rien n'est définitif. Oui. Mais parce que juridiquement, l'UAG existe encore. Hein. Oui. L'UAG existe encore. Alors ça, il faut le dire. L'UAG n'est pas morte juridiquement. Oui. Mais politiquement... Si on enlève le G, c'est tout à fait arbitraire. D'ailleurs, nous, au SPEG, on a demandé, les élus au CT du SPEG ont demandé officiellement de réunir les différents conseils. Oui, tout à fait. Oui. Pour prouver encore justement qu'on a une existence juridique. Parce que dans cette histoire, il y a quand même des personnels. On vient de la faire ce matin. Mais il y a quand même des personnels dans l'histoire qui attendent un petit peu de savoir un petit peu quelle va être. Alors, non seulement elle existe juridiquement encore, l'UAG, mais il y a des actions en justice qui sont entamées là. Contre le décret et contre les décisions prises. Non, je n'ai pas à entrer dans le détail, mais là, il y a face à la situation des actions qui sont menées, y compris par les personnes qui ont été destituées. Oui. Il faut dire que 2 personnes, M. Folsing et M. Dorville, ont été écartées manu militaire presque. Oui, donc ces personnes sont en droit de se poser des questions et ont resté en justice contre ces décisions. Oui. Donc il n'est pas sûr que la ministre ait raison sur ces questions-là. Ouais. Donc je veux dire que juridiquement, le problème est entier et que tous ceux qui font des projections sur l'avenir doivent tenir compte également que juridiquement, rien n'est réglé. Oui. Alors, il est prévu notamment non seulement de mettre une administratrice provisoire, ce qui a été nommée récemment, mais un directoire également au-dessus
des personnes élues. Alors que les personnes élues n'ont pas encore démissionné. Ça devient ubuesque. Donc voilà, donc la situation est assez complexe. Oui. Ce qui fait dire. Et inédite, c'est inédit. Elle est inédite, en tout cas, à l'UAG, elle est inédite. Je ne sais pas d'ailleurs si en France, on accepterait qu'une ministre destitue des élus. Oui. C'est comme si, je dis souvent, presque en rigolant, imaginez en 2009 que parce que la rue se dise légitime, on aurait pu le croire, qu'on demande la destitution des élus de Guadeloupe. C'est le même schéma. Oui, tout à fait. Quelle réaction on aurait eu? En France, je n'imagine pas en France une telle situation. Un ministre débarquant dans une université, décidant, parce qu'il y a une mobilisation qui peut être tout à fait légitime. Tout à fait. Comment une ministre peut décider de destituer des élus? Alors, c'est d'autant plus grave que... élu, bien élu. Bien sûr, bien élu par la communauté guyanaise. Oui. Donc, il me semble qu'il y a un problème, à la base, de démocratie, et que ce n'est vraiment pas un exemple qui nous est donné par la ministre à ce niveau. Je crois que le problème est là. Donc, pour revenir sur la question juridique, oui, juridiquement, rien n'est réglé. Je pense même que la situation est beaucoup plus complexe qu'avant aujourd'hui. Oui, ça se complexifie. Alors, donc, on peut en sortir. Bien sûr. Enfin, on peut en sortir. Mais il faut faire la part entre le droit et la réalité politique. Je crois qu'il y a une volonté politique des Guyanais d'avoir une université de plein exercice. Ça, c'est clair. Je pense qu'on ne peut pas, de ce point de vue, revenir sur la dimension politique. Parce que s'il y a un consensus guyanais au plan politique, même si j'observais quand même que les politiques de Guyane sont un peu sur la réserve quant au délai de mise en place de cette université. Alors, prenons acte qu'il y a un consensus politique, qu'il y a une mobilisation sociale à ce niveau et qu'il y a de fait une université guyanaise. Mais juridiquement, elle n'existe pas encore. Donc il me semble que le plus important n'est pas le droit, mais la dimension politique. La dimension politique, et c'est là que, là justement, on parlait tout à l'heure de la position de Mme Bourrel-Lincertin, qui n'est pas tout à fait celle de M. Lurel, visiblement. Visiblement, je dis bien visiblement, parce qu'on fouille un peu, on trouve quelques accointances. On entend, j'ai eu la position de M. Gillot qui dit qu'il ira lui aussi à cette réunion du 21. Alors, justement, on va essayer d'aller plus au fond. Ce matin, il y a eu une assemblée générale d'une partie, en tout cas de la communauté universitaire. La présidente s'est exprimée publiquement et souhaite, en tout cas, demander un rendez-vous à la ministre. Je ne sais pas si vous serez de la délégation. Non, je suis. Alors, je précise d'une part que je ne représente aucune instance ici. Je ne serai pas dans la délégation de la présidente et je suis ici parce que je suis invité par un indice à titre d'enseignant du UAG. Donc, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que la présidente a annoncé qu'elle rencontre le ministère demain après-midi. Oui, déjà. Donc, demain, il y a un rendez-vous avec le ministre. Oui. Donc ça, je peux le dire parce qu'elle a dit publiquement. C'est public, mais alors... Sauf qu'on peut quand même déplorer... Qu'est-ce qu'on peut attendre de on peut quand même déplorer le fait qu'elle n'ait jamais réuni ses conseils. Oui. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le fait que le conseil d'administration n'ait jamais été réuni depuis cette crise. Oui. Mais elle ne pouvait pas... Les étudiants. Oui, mais elle ne pouvait pas réunir son conseil d'administration, sachant que le pôle Guyane fait partie de ce conseil d'administration. Non, mais bien avant que la crise ne soit Quand la crise a commencé à débuter, est-ce qu'il y a une réunion du conseil d'administration? Concernant le calendrier des conseils d'administration, il y avait une tenue d'un conseil qui avait lieu le 15 octobre. Oui. Et je crois que c'est une semaine avant qu'a eu lieu le début de la grève chez les Guyanais. Ouais. Donc, parce qu'il y a une chose sur laquelle je voulais m'arrêter un instant. Est-ce que dès le début de cette grève, la revendication principale était la création d'une université de plein exercice? Parce qu'il m'a semblé que c'est des problèmes politiques. Secondaires, enfin, quand on dit secondaires, peut-être pas secondaires, parce que je crois que ça a quand même démarré avec la création d'une licence... D'une licence qui avait été d'écologie, qui avait été supprimée, problème de bibliothèque, problème de transport, problème de restauration universitaire. Est-ce que ces problèmes-là n'auraient pas pu être réglés, je veux dire, entre guillemets, simplement? Qu'est-ce qui a manqué? Alors en fait, on pourrait dire quand même que la présidente a été en Guyane à apporter des réponses. Oui, elle n'a pas été entendue. Oui, les réponses n'ont pas été suffisantes pour la Guyane. Ouais. Donc le mouvement de grève est monté à crescendo, qui a poussé la Guyane à mobiliser les collèges et les lycées, et à demander l'intervention du ministre. Oui. Donc à savoir, est-ce que réellement ils avaient besoin d'avoir des réponses concernant les différents problèmes qui concernent le logement, la restauration universitaire, la bibliothèque, le redéploiement des postes. Oui. Il faut aussi savoir que c'est pas évident de faire du redéploiement des postes.
quand on voit que faut demander à des personnes de quitter leur département pour se rendre en Guyane, c'est pas évident du tout. Après au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, le ministère a donné comme réponse à la présidente qu'elle n'aura pas de poste supplémentaire. Donc c'est vraiment un problème interne de gestion qui doit être résolu. Mais oui, mais on vient d'annoncer qu'il y aura entre 30 et 60 postes qui vont être débloqués. Alors, il y a 2 réponses à la même question, si je comprends bien. Ah oui, mais ils vont être débloqués en interne. Oui. En interne. Donc après, à savoir si c'est des postes de la Guadeloupe ou de la Martinique qui vont devoir se rendre en Guyane. Mais le ministre ne pourra pas donner une quarantaine de postes comme ça du jour au lendemain. Oui. C'est votre sentiment, Frédéric? Avant de répondre à la question technique, je voudrais revenir sur les étincelles qui ont allumé le feu, qui ont déclenché le feu. Non, en réalité, les éléments qui ont été signalés, la restauration, le transport, les problèmes du SUAPS, c'était des problèmes réels. Ce sont des problèmes qui existent. Mais attention, en réalité, la revendication d'autonomie et même d'université de Guyane est latente depuis les années 80. Depuis 80, donc ce n'est pas une nouveauté. Et il a suffi de peu pour que les choses s'enflamment. Parce qu'en réalité, il fallait peut-être ces éléments pour qu'on associe la revendication à ces étincelles pour que le mouvement soit déclenché et prenne une telle ampleur. Donc moi, je ne suis pas surpris que cette revendication émerge aujourd'hui parce qu'elle était latente. Elle a été juste... Elle n'a jamais été traitée, vous qui êtes quand même, entre guillemets, un vieux de l'université. Alors, elle a été traitée par une mesure qui, à mon avis, était quand même très importante, c'est la parité. Oui. La parité. La Guyane, de fait, a le même poids. Théoriquement. Non, pas juridiquement. Il y a aujourd'hui, les Guyanais pèsent du même poids dans les conseils que la Martinique et la Guyane et la Guadeloupe. Donc, on a pu penser que, compte tenu du poids démographique de la Guyane, qu'ils auraient pesé de moindre poids. Non, une décision importante a été prise de mettre les 3 poids à l'égalité. Donc, il me semble que c'est plus que symbolique, hein, c'est juridique. Donc, c'est une dimension qui a apaisé, mais qui n'a pas réglé le problème de fond, qui est la volonté des Guyanais d'être autonomes, voire indépendants sur le plan universitaire, compte tenu du fait qu'ils sont considérés comme étant plutôt continentaux, amazoniens et pas insulaires. Et par conséquent, ils estimaient qu'ils n'avaient peut-être pas à subir des disparités comme celles que nous avons signalées, qu'il valait peut-être se recentrer sur un pôle guyanais fort, aidé par les politiques, pour émerger en tant qu'université. Vous voulez dire que cette revendication d'une université guyanaise, elle coule presque de source, compte tenu de la situation de la Guyane? Alors, je ne suis pas sûr que la géographie détermine les statuts. Je crois que même la taille, je ne suis pas sûr d'ailleurs que quand on parle de taille, pour moi, ce n'est pas un problème de taille. On peut être petit et être fort. La question n'est pas la taille, ce sont les moyens. Il y a des petites universités qui ont des moyens importants. Le problème pour nous, ce n'est pas de savoir si avec 6 000 ou 4 000 étudiants, on est bon. Ce n'est pas ça. C'est qu'on peut être 6 000 si on a les moyens d'exister, si on a une production scientifique conséquente, si on a un environnement socio-économique porteur, si on a des centres de recherche performants. Il y a des petites universités qui sont très puissantes. Mais il faut qu'on ait les moyens de le faire. Pour moi, le problème de taille, il n'est pas secondaire, mais ce n'est pas le plus important. Ma question est de savoir... A-t-on ou aura-t-on les moyens d'exister en Guadeloupe avec une université, compte tenu des moyens dont nous disposons? Nos régions pourront-elles supporter le coût? Parce que la régionalisation, c'est ça aussi. C'est être capable de supporter le coût d'une université, quelle qu'elle soit. Et le coût est énorme. Et en Guyane, visiblement, la région s'est engagée. Alors, la région s'est engagée avec quand même... J'ai observé que le président guyanais, le président de la région Guyane a dit d'accord, mais c'est quand même un personnel, c'est un budget. Donc moi je propose 2017. Voilà. Résultat, la pression était forte. Il a accepté une voie médiane 2015-2016, mais je ne suis pas sûr que le choix premier des politiques était d'avoir une université aussi rapidement. Oui. Nicole, vous avez des collègues en Guyane, je suppose? Oui. Quel retour vous avez eu? Comment ils ont vécu ces incidents? Parce que il faut quand même en parler. Il y a eu quelque part, on a eu le sentiment qu'il y a eu un petit peu de xénophobie quelque part. Je ne dis pas qu'on faisait de la chasse aux Martiniquais. Alors il y a une intersyndicale, puis il y a les étudiants qui s'en sont mêlés, il y a la population qui s'en est mêlée, et c'est une affaire guyanaise. Donc c'est devenu une affaire guyanaise. Je crois qu'on ne peut rien en dire. Donc, et c'est pour ça que je dis que malgré tout,
le traitement a quand même donné satisfaction. Alors, est-ce que c'est un leurre? Est-ce qu'on les a roulés dans la farine, comme certains disent, en leur faisant croire que finalement, pour calmer le jeu, ils ont tout obtenu et que, ma foi, au niveau des moyens, ça ne va pas être évident. On sait très bien que les protocoles se signent et parfois ne sont pas suivis des faits. Oui. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Mais en même temps, je dis qu'on ne peut pas présager non plus des capacités des Guyanais parce que ça a quand même réveillé une fibre nationaliste. J'ai vu un drapeau guyanaise. Oui, ça a quand même réveillé une fibre, ça a une espèce de solidarité dans le pays et peut-être que ça va aussi compter. Peut-être que ces éléments-là aussi comptent. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, donc, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il me semble, puisqu'on dit que c'est non pas que ça coule de source, mais de toute façon, il y a une possibilité avec cette loi de réfléchir à la question. Donc, c'est vrai que nous, on souhaitait anticiper sur le débat, mais je crois que là, les politiques, eux, ils n'ont pas le choix. Il s'agit de réfléchir et de réfléchir au mieux. Par contre, nous, ce qu'on dit au SPEC, c'est qu'on considère que c'est l'affaire de toute la communauté et que ce n'est pas l'affaire de quelques personnes et des politiques. Il faut vraiment que la communauté se saisisse et je crois que d'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu en train de se faire de manière à ce que tout un chacun puisse participer à des ateliers sur les différentes problématiques concernant Juste un mot avant la pause, oui. Oui. Alors aujourd'hui, il y a eu deux grandes réunions. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire avec toute la communauté universitaire, avec la présidente, et au milieu de l'après-midi, vers 14h, une assemblée générale avec tous les élus. Oui. Que ce soit du conseil scientifique, du conseil d'études de la vie universitaire, du conseil d'administration. Tous les conseils ont été rassemblés et il en est sorti que le fonctionnement de l'université ne convient pas. Il faut revoir le modèle. Voilà. D'une manière générale, c'est-à-dire de l'université anti-Guyane ou de l'université de ceux qui en restent? Je pense qu'en fait vous dire de ceux qui en restent. Oui. Alors en tout cas, parce que nous avons pris acte de la décision de la société guyanaise, oui. À savoir que la guyanaise a pris sa décision d'avoir son université de plein exercice sans avoir concerté les administrateurs des autres pôles, dans un premier temps. Et donc par la suite, nous avons fixé un calendrier de travail qui se tiendra au cours de la semaine prochaine pour pouvoir fournir des éléments de réponse. Mais ça, c'est entre les pôles de Guadeloupe et de Martinique ou uniquement le pôle de Guadeloupe? Uniquement, enfin pour l'instant, le pôle Guadeloupe. Oui. Mais on espère ouvrir le dialogue avec la Martinique. Oui. Oui. Mais vous cherchez plus de contact avec la Guyane à ce moment-là? Parce que vous aviez des collègues au conseil d'administration. Tout à fait, mais bon, on ne peut pas aller à l'encontre de leurs décisions. Ils ont quand même fait grève, c'est qu'ils souhaitaient vraiment se séparer de nous, de l'UAG. Ouais. Voilà. Donc, de l'UA. Oui. Alors maintenant, à savoir, est-ce que la Guadeloupe va rester avec la Martinique pour l'Université des Antilles? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'émission. C'est le thème de la deuxième partie de l'émission. On va se couper là, ceci va parler pendant 2 minutes, le temps d'une pause publicitaire, puis on se retrouve justement pour essayer de parler de l'avenir. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'avenir d'une université uniquement antillaise, sans Guyane? C'est le cas. À tout à l'heure.